Bonjour à tous et bienvenue à ce premier cours des classes libres du Mandé. Mon nom est Dibon Mbok. Aujourd'hui, nous abordons une figure, nous allons évoquer une figure importante de la mythologie des anciens Grecs, ou si vous voulez, de la religion des anciens Grecs. Et cette communication a pour titre Cadmos, l'Africain, puisqu'il s'agit bien évidemment de parler de Cadmos. Cadmos, l'Africain, quand l'Afrique civilisait l'Europe. Alors, voilà. Alors, je commencerai naturellement par une mise en contexte. Qui est Cadmos? Cadmos est le fondateur mythique de la cité de Thèbes en Béotie, c'est-à-dire en Grèce. Cadmos est le fondateur mythique. Donc, il s'agit naturellement d'une figure mythique, bien évidemment. Donc, Cadmos est le fondateur mythique de la cité de Thèbes en Béotie, c'est-à-dire en Grèce. Son père, Agénor, roi de Tyr en Phénicie, était originaire de Memphis, ancienne capitale des pharaons d'Égypte, ce qui signifie que cette famille mythique a été pensée comme d'origine égyptienne, c'est-à-dire soudanaise, ce qui peut justifier du fait que Cadmos, en Grèce, fonde une ville qui s'appelle Thèbes, du nom, naturellement, qui, comme vous le savez, est aussi appliqué à la capitale des pharaons d'Égypte, capitale de la Haute-Égypte. Donc, on commencerons par l'acte 1 qui a pour titre, ou pour thème, si vous voulez, la quête d'Europe. Samuel Bochart, géographe du XVIIe siècle, puis Heinrich Lévy, à la fin du XIXe siècle, ont pensé que le mot Europe, c'est-à-dire europée, car en grec, bien sûr, c'est europée, devrait être rattaché à l'hébreu Ereb et à l'acadien Ereb, qui a pour sens coucher du soleil, soir, occident. Donc Samuel Bochart, géographe du XVIIe siècle, car ici il est question bien sûr de rappeler le sens de ce mot Europe, qui justifie de la quête initiée par Cadmos. Donc, pour ce qui concerne l'étymologie, c'est ce que nous allons maintenant découvrir, le sens de ce mot, le mot Europe. D'accord? Bon. Donc Samuel Bochart, géographe du XVIIe siècle, puis Heinrich Lévy à la fin du XIXe siècle, ont pensé que le mot europée devrait être rattaché à l'hébreu Ereb et à l'acadien Ereb, qui a pour sens, qui ont pour sens coucher du soleil, soir, occident, notant que l'arabe Maghreb ou Moghreb, occident, est une forme de même racine. D'accord? C'est la même racine qui constitue tous ces mots. En Turquie, le mot est arabe et désigne les noirs en général. La lettre P inexistante en arabe devient B, d'où arabe qui devient donc le mot arabe que nous connaissons aujourd'hui, sans plus se souvenir qu'en réalité ce mot signifie noir. Hein, c'est un aspect parfois qu'il convient de rappeler, c'est d'autant plus que l'Arabie, qui est bien sûr le pays des Sabéens, euh, a aussi cette connotation d'Occident. On ne le sait pas toujours car, et vous verrez pourquoi, à récurrence, la notion d'Occident se rattache à l'implantation précisément des populations sédentaires. Ne sachant plus que faire, en parlant naturellement de Cadmos, son père lui ayant interdit de revenir sans Europe, Cadmos consulte l'oracle d'Apollon à Delphes. Loin de répondre à ses interrogations, l'oracle lui enjoint de suivre une jeune vache et de jeter les fondations d'une ville là où l'animal aura choisi de se reposer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens Égyptiens comparaient leur pays à un bovidé couché. Les anciens Égyptiens comparaient la géographie de leur pays à un bovidé couché. C'est ce que je rappelle ici à travers une note qui nous vient du Monde des Égyptiens, qui est une revue parue en 2008 à la page 42, naturellement. Donc, un conte égyptien du Nouvel Empire présente une description hyperbolique d'un bœuf comparé à la vallée du Nil. Le conte dit ceci. S'il se dressait dans le Païou Amoun, c'est-à-dire l'île d'Amon, en parlant du bovidé, la touffe de sa queue reposerait dans la région où croît le papyrus, c'est-à-dire le delta, alors que l'une de ses cornes serait
la montagne de l'ouest et l'autre la montagne de l'est, c'est-à-dire les deux montagnes de Haute-Égypte qui passaient pour être la source du Nil, pour être complet. Alors, ce sont des éléments sur lesquels je n'insiste pas aujourd'hui parce qu'il s'agit ici d'évoquer la géographie de l'Égypte pharaonique. Mais dans tous les cas, les anciens Égyptiens avaient cette comparaison. Ils comparaient leur pays à un bovidé couché. C'est ce que rappelle ici, à travers cette note, le conte égyptien du Nouvel Empire, recensé par la revue Le Monde des Égyptiens. Donc, s'il se dressait, donc en parlant de ce bovidé, dans le Pays Amoun, c'est-à-dire l'île d'Amon, la touffe de sa queue reposerait dans la région où croît le papyrus, autrement dit le delta, alors que l'une de ses cornes serait la montagne de l'ouest et l'autre la montagne de l'est, autrement dit la Haute-Égypte, le grand fleuve étant sa place de repos, c'est-à-dire le Nil, bien évidemment, étant sa place de repos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette géographie a en fait une description spécifique, particulière, qui, à travers les descriptions déjà faites jusqu'ici, notamment le nom d'Ator, va se clarifier. Je dis, cette hyperbole qui compare la vallée du Nil à une vache au repos est une description des parties génitales chez la femme. Les deux cornes figurant les trompes, l'utérus, le lit du fleuve ou le corps de l'animal, autrement dit de la vache ou du bovidé, et le delta, bien sûr, le vagin ou la partie postérieure de l'animal. C'est ce qui est représenté ici. Voici pourquoi on associe la génisse à Isis, etc. Parce qu'en réalité, les parties féminines ont cette apparence-là. L'anatomie des parties féminines prennent l'apparence d'un bovidé à travers le visage, les cornes, etc. Comme vous pouvez le voir ici en l'occurrence. Voilà. Et il ne faut pas perdre ceci de vue que, en réalité, quand on évoque donc la demeure d'Horus, eh bien, on parle évidemment de l'utérus de la matrice. Donc, c'est encore la même chose. Symboliquement, c'est cela que représente le nom d'Hathor. Les parties féminines, bien évidemment, puisqu'il s'agit bien sûr euh, de la Vierge. Hein. Je pense que on l'aura tous naturellement compris. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette comparaison faite par les anciens Égyptiens, donc qui comparaient, comme je l'ai dit, la géographie de leur pays à un bovidé couché vient du fait de la connaissance de cette anatomie particulière. D'accord? Et c'est le motif pour lequel cette spécificité entre dans le mythe rapporté par, tout au moins le mythe cadméen rapporté par les textes grecs, puisque Cadmos lui-même, d'après sa généalogie, passe pour être d'origine égyptienne. Donc, naturellement, il y avait connaissance de cette manière, il s'agit évidemment d'un paradigme, de cette manière de voir. Hein. Si Cadmos doit fonder sa cité là où la vache décide de se reposer, c'est en référence à ces éléments-ci. Et à ceci va s'ajouter un ensemble de, de- de précisions qui vont simplement conforter hein, cette conclusion que je suis en train de rappeler. Je rappelle donc deux choses pour que vous ayez à ce stade une seconde conclusion. Un, le pays, le chez-soi, est toujours en relation avec le placenta, la matrice ou l'utérus. Motif pour lesquels les peuples subsahariens savent très bien établir la relation entre le placenta et le chez-soi, c'est-à-dire d'où on est originaire. Hein. Ça, ce sont des faits culturels ou traditionnels partagés dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, le pays ou le chez-soi est toujours en relation avec le placenta pour les motifs déjà rappelés que quand on parle de de cette vache qui se couche en évoquant la fondation d'une cité, eh bien, on parle ici du placenta, de l'utérus et toutes ces questions en relation avec Hathor, incarné dans la génisse. Bien sûr. Deux, le pays, le chez-soi, est toujours l'ouest, l'occident, puisqu'en relation avec le placenta, c'est-à-dire l'appareil placentaire, autrement dit l'utérus, qui est naturellement le monde souterrain. Voici pourquoi on parle d'Éreb. Voici pourquoi les Grecs, quand ils disent Erebos, ils évoquent les ténèbres, le monde souterrain, hein, le domaine infernal. Mais ce monde souterrain, c'est le ventre de la femme, pour que les choses soient bien claires. C'est de ça qu'il est question spécifiquement. C'est ça qu'on appelle le monde souterrain. Une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant solliciter quelques mots du vocabulaire des langues subsahariennes, simplement pour préciser ce que je suis en train d'évoquer à travers des images et autres sans lien apparent jusqu'ici avec le vocabulaire, mais ceci va être clair. Dans la langue bassa, langue du Sud Cameroun, on dit kombo. Le pluriel, c'est bikombo pour dire région, zone.
D'accord? En Douala, langue du Cameroun, c'est Ekombo, pays, patrie. Hein, c'est pas parti, c'est patrie, c'est une coquille. En Bakoko, c'est Ekombo, pays. Ce vocabulaire s'apparie au mot du repos, parce que le pays est associé à la notion de repos, au lieu du repos. D'accord? Ce vocabulaire s'apparie au mot du repos, notion qui rejoint la description de la vache au repos, de l'hyperbole égyptienne du pays. Donc, dans les langues du Sud Cameroun, ici dans le domaine Manengumba, donc réputé, apparenté au Douala, etc. On dira donc en Babong et Kombo, se reposer. Mais vous voyez qu'en Douala, c'est plutôt le nom du pays, parce qu'il y a il y a une relation spécifique qui s'établit immédiatement entre la notion de repos et l'idée région, l'idée pays. Ok? En Lefo, c'est Kombe. Se reposer. Je rappelle par ailleurs qu'il s'agit bien sûr du nom de la vache qui se dit Kombe, Ngombe, etc. au sein des langues dites bantou. Je pense que vous le savez. Nul besoin ici de le préciser. Si c'est pas connu, ben je vous le dis. En Swahili, par exemple, en Lingala, c'est Ngombe, c'est la vache. Voici pourquoi elle est revendiquée aussi, ou en tout cas sollicitée dans le mythe cadméen en tant que génisse. Voilà. Donc, en Babon, c'est Ekombo, se reposer. En Lefo, Kombe, se reposer. En Inon, Keme, se reposer. Tous ces mots participent d'une seule et même famille. C'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques. C'est le même mot. Et vous aurez le souvenir que Keme, c'est le nom de l'Égypte antique. Le nom authentique de l'Égypte antique. Et une autre preuve qui vient en appui à ce qui est dit dans ce contexte, bien sûr, c'est le nom que Cadmos donne au lieu de fondation, c'est-à-dire à la cité qu'il va fonder. Il va l'appeler Thèbes. Les Grecs disent Thébaï en réalité. D'accord? Mais ce mot, Thébaï, procède de l'égyptien pharaonique. D'accord? Puisque c'est aussi par ailleurs, vous le savez, le nom même de la capitale des anciens Égyptiens, de l'Égypte pharaonique. En copte, on dit Thébé pour signifier caisse, cercueil, sarcophage. Ce mot est passé dans les langues sémitiques, notamment ici en hébreu, où Théba a le sens de coffre, arche. Et c'est de cette manière que la religion judaïque nomme l'arche de Noé. Or, on sait tous, ou si ce n'est pas le cas, ben je veux le dire, que l'arche représente le placenta. L'arche représente le placenta. Donc on revient encore une fois à l'idée du placenta avec l'idée de fondation d'une nation, d'un pays. Voici pourquoi la capitale des anciens, des anciens Égyptiens, c'est-à-dire des pharaons d'Égypte, porte ce nom. Elle est appelée la Thébaïde, notamment par les Grecs. Mais c'est un mot copte, enfin un mot égyptien qui est passé dans le copte, maintenu par le copte, où on a le mot Thébé, qui signifie caisse, cercueil, sarcophage. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cercueil? Qu'est-ce que c'est qu'un sarcophage? Ce n'est autre que le placenta, puisque comme j'ai rappelé souvent en maintes occasions, le fait d'enterrer consiste à ramener l'individu dans le ventre de sa maman. D'accord? Donc le cercueil, le sarcophage, en fait, sont des éléments qui miment le placenta. C'est de cela qu'il est question. Et je présente ici donc la graphie, puisque je l'ai dit que c'est un mot qui existe dans le lexique pharaonique, qui est maintenu en copte, avec le sens de caisse, cercueil, sarcophage. L'hébreu traduit par arche, mais on sait que tous ces éléments se rapportent bien évidemment au placenta. Hein, c'est la raison pour laquelle on sait avec certitude que la notion de fondation, puisque c'est le nom que Cadmos donne à la cité qu'il fonde, est évidemment liée au placenta. D'où les rapports avec la génisse, d'où les rapports avec Hathor, puisque Hathor incarne précisément l'appareil placentaire, c'est-à-dire la demeure d'Horus. Le terme traduit par caisse, cercueil, sarcophage persiste ou existe dans les langues soudanaises, mais avec un sens apparemment différent. Mais c'est la lecture effective de cette graphie au sein des langues soudanaises. On le sait déjà par le signe directeur qui représente Praton, un flotteur. C'est comme ça que ce signe est interprété en égyptologie, mais en fait, ce signe représente tout objet tressé. Il correspond notamment au malinké débé, qui signifie natte, paillasson, être tressé, tressé, entrelacé. En kakabé, autre langue mandée parlée en Guinée, on dira débé, c'est corbeille, panier, c'est-à-dire avec l'idée de tout ce qui est tressé. Voici pourquoi on pense que c'est un flotteur, mais on voit bien les attaches, etc. On voit bien qu'il s'agit ici d'un objet qui sollicite ces notions-là. D'accord? Sauf qu'en malinké, DB, nat, est un homophone des DB qui signifie ventre, utérus. Et je rappelle que c'est la lecture effective. Et c'est ça Thèbes en réalité. Hein, vous devez le savoir. Voici pourquoi on appelle la capitale des pharaons Thèbes. C'est DB, ventre, utérus avec l'idée de placenta. Puisqu'un enfant qui naît, naît avec son placenta. La notion même de fondation est
foncièrement rattaché à ces figures, à ces images que je suis en train de rappeler ici. D'accord? En malinké, c'est Débé, ventre, utérus. En bambara, Débé, ventre, utérus. En pulaar, c'est Débo, la femme, la femelle en général. Et c'est la lecture effective, je le rappelle, de cette graphie. Quoique on traduise par cercueil, sarcophage, mais c'est parce que le sarcophage, qu'est-ce que c'est? Je l'ai rappelé, le sarcophage, c'est le placenta. C'est un objet qui rappelle, qui mime, qui évoque le placenta. Symboliquement, c'est de cela qu'il est question. Lorsqu'on parle du cercueil ou du sarcophage, c'est le placenta. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que les sarcophages sont faits à l'image du personnage enterré, puisque le placenta passe pour être le jumeau de l'enfant né, unique. Voici pourquoi on fait des représentations de cette nature sur les sarcophages égyptiens. Bon, c'est des éléments que j'ai parfois évoqués à certaines occasions, mais je rappelle ici pour que vous ayez la certitude des éléments que j'évoque dans ce contexte-ci. Et on verra qu'en Soninké, Débé, c'est le village. On dit notamment Tori Débé, la capitale. Tori signifie siège. D'accord? Tori, c'est le siège. Et c'est le nom d'Hathor, puisque Hathor, c'est Isis. Le symbole d'Isis, c'est le siège.